Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Clémence Le Joly, psychologue du sommeil, et qui a créé son compte Bien dans son plumard. Ouais. Bonjour Clémence. Bonjour. Est-ce que rapidement, mais tu peux te présenter? Ben voilà, je suis, Clémence Le Joly, je suis psychologue spécialisée dans le sommeil et j'ai commencé comme ça à accompagner, les personnes qui n'avaient pas de maladie du sommeil, enfin voilà, qui n'avaient pas été diagnostiquées avec des apnées du sommeil par exemple, mais qui malgré tout dormaient mal et voilà et puis après ça, je me suis mise à mon compte en 2022. J'ai créé effectivement mon entreprise qui s'appelle Bien dans mon plumard et j'ai accompagné comme ça des centaines de personnes à retrouver un sommeil, naturellement, sans médicaments, voire même parfois à se libérer de médicaments et je forme aussi les professionnels, de l'accompagnement, les professionnels du bien-être, les psys, les coachs, les diététiciennes, les sophrologues, au sommeil parce que je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à parler du sommeil. Et pourquoi tu t'es passionnée comme ça pour le sommeil? Ben en fait, alors j'ai pas eu moi-même des troubles du sommeil en tant que tels, mais le sommeil a quand même toujours été un sujet. J'étais quand même souvent fatiguée, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment fatiguée, puis on me disait: «Non, mais c'est normal, c'est le début, c'est le changement de rythme» et cetera. Puis 1 an, 2 ans après, c'était toujours le cas. Hem Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sommeil, honnêtement, c'est parce que j'ai rejoint le service, dans lequel il y avait le laboratoire du sommeil. Puis j'ai commencé à m'intéresser, j'étais curieuse. Je voyais, mes collègues là qui lisaient ces ondes, je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient et je suis très curieuse. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au sommeil, je me suis rendue compte que c'était tellement large et tellement vaste. En fait, il y a tellement de choses à parler, à discuter quand on parle du sommeil. On peut partir dans tous les sens. On peut parler, du sommeil, du sportif, on peut parler du sommeil chez la femme, ménopausée, on peut parler du sommeil, des jeunes parents, on peut parler, du sommeil des personnes qui travaillent, en horaire décalé. Enfin, en fait, c'est tellement large que, bah, je me suis jamais lassée et donc j'apprends encore même maintenant, ça fait 8 ans, que j'ai commencé à me former au sommeil, j'apprends encore des choses, tous les jours, quoi. Si tu devais te décrire à une personne qui a jamais consulté? Et bien déjà, je dirais que j'existe. C'est déjà, enfin, je rigole, mais il y a tellement de personnes qui disent: «Oh, mais c'est fou, je savais pas que ça existait des spécialistes du sommeil comme toi, je savais pas qu'il y avait des psychologues spécialisés dans le sommeil, mais même qu'il y avait des professionnels spécialisés dans le sommeil en dehors des médecins». Donc déjà, rien que le fait de dire, Mmh. «Coucou, j'existe», et puis, beh, surtout peut-être de redonner de l'espoir en disant: «Mais en fait, c'est possible de redormir sans forcément passer par la case médicaments quand on n'en a pas envie». Je suis pas là pour cracher sur les médicaments et c'est pas moi qui vais, diaboliser les médicaments parce que parfois ça peut être utile pour passer des périodes de vie difficiles. Mais, bah, en tout cas, c'est possible aussi de, bah, voilà, de retrouver un sommeil, serein et de se faire aider pour ça, quoi. Et peut-être qu'est-ce qui t'a passionné au fil du temps? Qu'est-ce que tu as appris que les choses peut-être, que les gens ne savent pas? Bah, en fait, j'ai appris, mais tellement plein de choses. Bah, déjà, j'ai appris, je pense, une des choses qui m'a le plus fascinée, c'est que le sommeil, c'est peut-être même avant tout physiologique, même alors que je suis psychologue, hein. Mmh. Je suis psychologue et je dis ce genre de choses. Avant même d'être psychologique, c'est aussi physiologique. Ça nous ramène à notre état, presque animal, tu vois? Je dis souvent, une biche dans la forêt, elle a pas besoin de Xanax, quoi. Mmh. Même si, il y a des chasseurs, mais en fait, je trouve ça intéressant parce que ça nous raccroche à notre corps aussi et quand on comprend le fonctionnement du sommeil, on comprend mieux le fonctionnement du corps et quand on comprend mieux le fonctionnement du corps, on peut aussi mieux comprendre le sommeil et améliorer son sommeil. Donc voilà, rien que le fait que, bah, on dort, on passe par différents stades de sommeil et qu'en fait chaque stade de sommeil a une fonction, de récupération différente qui nous aide à passer de bonnes journées. Bah, moi je trouve ça génial en fait. Enfin, il y a vraiment un lien, tout est lié et quand on le sait, hein, enfin, je pense qu'il y a plein d'approches, qui prônent, l'approche holistique et oui, le lien entre corps et esprit et cetera, mais vraiment le sommeil, c'est concret. C'est super important de faire le lien, entre le corps et l'esprit parce que, bah, vraiment tous les jours, toutes les nuits, bah, il y a un lien entre, notre corps et notre esprit. Est-ce que sur ça, tu vois qu'en général, les personnes qui arrivent plus à se connecter au corps, arrivent à mieux dormir? Si tu dis que c'est plus physiologique que mental? Ouais. Alors bon, il y a toujours,
Une personne qui est très mentale et peut-être moins plus déconnectée du corps, tout est lié. Oui, oui, mais c'est sûr que quand on entend des personnes dire, «Mais moi, mon cerveau, il s'arrête jamais, j'arrive Mmh. pas à débrancher, dès que je m'allonge, le petit hamster dans sa roue, il commence à pédaler». C'est des personnes qui, généralement sont moins, en tout cas, connectées à leurs sensations, connectées à ce qu'elles vivent au quotidien. Et en fait, on a tendance, hein, et enfin, je me mets parfois dans le même panier aussi parce que ça m'arrive aussi par moments d'avoir, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses à Mmh. penser et on avance, on avance, on avance et puis sauf qu'à un moment donné, ça ressort par les portes ou par les fenêtres, hein, j'ai envie de dire. Et donc moi je dis souvent, si le corps ou si l'esprit si l'esprit n'a zéro moment de pause dans la journée, il trouvera des moments pour repenser aux mails qu'on a oublié d'envoyer ou à la liste de courses de demain. Et en fait, si le seul moment, si le seul espace qu'il a pour y penser, c'est quand tu es tout seul dans le noir, Mmh. sans stimuli extérieur, c'est là que le cerveau va s'activer et donc c'est pendant la nuit que le cerveau va s'activer. Donc oui, je pense que au plus on va prendre des moments de pause, au plus on va se connecter à soi, à ses sensations corporelles, on va respirer et cetera en journée, en fait, au plus le mental va se calmer aussi pendant la nuit. Ouais. Mmh. Mais ça, je pense encore plus à notre société, on ne sait pas rien faire, hein. Non. Et dormir, c'est quand même aller dans un truc où, OK, j'accepte de rien faire, de lâcher le contrôle. Ah ouais. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit, énormément de personnes prendre carrément leur téléphone dans leur lit. Mmh. C'est, je ne veux pas laisser, d'espace où je veux pas, ouais, perdre le contrôle. Mmh. J'aime bien cette notion un peu, tout en ne voulant pas non plus culpabiliser les gens parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais moi, on me dit de lâcher prise, mais j'arrive pas à lâcher prise». Et je pense que le scroll remplit une fonction, par rapport à ça où, on est couché seul avec soi-même et on continue à scroller, on continue à alimenter, de la dopamine déjà et puis une activité, cérébrale et une stimulation qui, qui permet d'éviter les moments de solitude, qui permet d'éviter les moments de rien, comme tu le dis, et on n'aime pas ne rien faire et enfin, oui, et dormir, c'est accepter de ne rien faire, en fait. C'est vrai que c'est pas facile. On en parlera peut-être un peu plus après, mais cette partie très écran et Ouais. faire avant, est-ce que toi, c'est un conseil que tu donnes, vraiment Alors de te couper? ouais, c'est vraiment un conseil de base, j'ai envie de dire, qu'il est quand même important de donner, bien que, évidemment, moi, en tant que spécialiste du sommeil, j'ai accompagné des personnes qui dormaient vraiment mal. J'ai envie de dire, arrêter les écrans 1 heure avant d'aller dormir ou une demi heure avant d'aller dormir ou ne pas avoir d'écran dans la chambre, Mmh. hein, c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Mmh. Il y a quand même des choses bien plus intéressantes à faire dans une chambre et dans un lit que d'être sur son téléphone. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que parfois il y a des personnes qui dorment mal, qui dorment vraiment mal et qui du coup ont déjà qui arrêtent les Mmh. écrans parce qu'elles ont quand même conscience que c'est pas terrible, mais que malgré ça, ça ne change pas radicalement leur nuit. Parce que je vais pas dire que arrêter les écrans, ça va vous faire redormir 8 heures par nuit de manière hyper qualitative. Non, c'est pas vrai non plus. Mais par contre, oui, c'est vrai, c'est un conseil à donner à tout le monde parce que les écrans n'ont rien à faire dans le lit. Il faut vraiment à un moment donné, couper ça. Mais quand on a véritablement des difficultés d'endormissement vraiment pénibles ou des réveils nocturnes, malheureusement, c'est pas juste le fait d'arrêter, de regarder un écran qui va, résoudre le problème. Peut-être on va revenir un peu en arrière. Mmh. Du coup, quelle est l'utilité physiologique, psychologique du Du sommeil? sommeil. Eh bien, en fait, le sommeil, il régule à peu près tout. Déjà, physiquement, il régule, nos hormones de croissance et nos hormones de croissance, on n'en a pas besoin rien que quand on grandit, hein, on en a besoin toute notre vie parce que, ça permet de régénérer les cellules, ça permet de réparer des blessures, ça permet, notre immunité aussi, est contrôlée pendant la nuit donc, en fait, dormir, ça permet d'être moins malade, d'être moins enrhumé, voilà, d'être moins sensible, aux microbes. Il y a des nouvelles études et c'est ça que je disais aussi, c'est super intéressant. Il y a des études qui vont dans le sens, c'est encore à contrôler, c'est encore à
Enfin, ils doivent poursuivre encore des études pour confirmer les hypothèses, mais il semblerait que, le sommeil, en tout cas pendant le sommeil profond, ça permet également de nettoyer le cerveau. Il y aurait en fait comme des déchets, des petits déchets qui se créeraient pendant la journée et pendant la nuit, pendant le stade de sommeil profond, il y aurait ce qu'on appelle le système lymphatique. Donc c'est comme le système lymphatique Mmh. qu'on a partout dans notre corps, mais qui va carrément là, dans le cerveau, et ce serait une vague de nettoyage, et qui, on suppose, peut-être aurait un lien avec la maladie d'Alzheimer. Voilà, point d'interrogation. Et il y a encore des, voilà, ils doivent poursuivre, mais bah, c'est super intéressant. Et d'un point de vue émotionnel, ben, on sait que, enfin, oui, on sait que, le sommeil permet vraiment de réguler ses émotions, de digérer, tout ce qui s'est passé pendant la journée. Là, ça va plutôt se faire pendant le stade du sommeil paradoxal. C'est là où on rêve d'ailleurs, hein. En règle générale, on peut rêver dans d'autres stades, mais c'est surtout pendant le sommeil paradoxal qu'on va rêver et qu'on va, ancrer ce qui s'est passé pour nous, émotionnellement, dans la journée. Et donc voilà, c'est ça qui fait que quand on a passé une bonne nuit de sommeil, ben, on se réveille, on n'est pas anxieux, on n'est pas, débordé, par ses émotions, on n'est pas irritable, hem et ça nous permet de passer une bonne journée par la suite. On va aller, un peu introductif sur Mmh. ces cycles. Pour Mmh. ceux qui, connaissent Ouais. pas, est-ce que tu peux détailler Ouais. rapidement ces différents cycles? Ben, en fait, quand, on s'endort, on passe par différents stades de sommeil, et qui ont donc chacun leur utilité, comme je le disais. D'abord, on s'assoupit. Donc ça, concrètement, quand on analyse en fait une polysomnographie, oui, parce que c'est important de le préciser, les stades de sommeil, on peut les observer durant une polysomnographie. D'accord? Malheureusement, les montres connectées ne sont pas encore suffisamment performantes pour observer les stades de sommeil. On a vraiment besoin d'électrodes sur le crâne parce que les stades de sommeil, ben, correspondent à différentes ondes cérébrales. Donc le premier stade, c'est ce qu'on appelle le stade 1, donc c'est l'assoupissement. On a simplement un ralentissement, des ondes cérébrales qui permettent de faire la transition entre l'état de veille et l'état de sommeil. Ensuite, on bascule en sommeil léger, ce qu'on appelle le stade 2, tout simplement. Et puis dans les 20 à 30 minutes qui suivent l'endormissement, on bascule en sommeil profond. Le sommeil profond, donc comme je le disais, il a une vertu principalement physiologique. C'est le corps qui va récupérer, beaucoup plus dans le sommeil profond, donc c'est là que les hormones de croissance se régulent, que les hormones de satiété aussi, hein, de faim, oui, de faim et de satiété, se régulent aussi. Hem Et donc, le sommeil profond, il est aussi riche parce qu'il nous permet de ne pas nous réveiller. Parce que quand on est en sommeil profond, on est moins réveillable. Que si, même s'il y a du bruit, il faut vraiment une grosse alerte pour se réveiller. Et puis, on va terminer un cycle de sommeil par du sommeil paradoxal. Donc, comme je le disais, le sommeil paradoxal, il est plutôt responsable de la récupération émotionnelle, psychologique. C'est là où on rêve. Et on l'appelle paradoxe, paradoxal, ou on peut aussi l'appeler en anglais le Rapid Eye Movement Sleep, tout simplement parce qu'on a les yeux qui bougent pendant ce stade-là. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà passé un test du sommeil. C'est pour ça qu'on met des électrodes au niveau des paupières pour pouvoir analyser le mouvement des yeux. Et on l'appelle paradoxal parce qu'en fait, au niveau cérébral, quand on regarde les ondes cérébrales juste, on a l'impression que la personne est réveillée. Elle a des ondes cérébrales très, très rapides, mais par contre, on a un tonus musculaire totalement plat. Donc ça permet de pas vivre ses rêves, en fait. Mais on voit bien que d'un point de vue cérébral, ça mouline quoi, ça cogite, voilà, et ça permet de processer. Et puis, beh, le sommeil paradoxal clôt un cycle. Et puis, on peut partir sur un deuxième cycle avec, du sommeil léger, du sommeil profond. On peut avoir des micro-réveils aussi, hein, entre chaque cycle. Je tiens à préciser, des réveils tellement petits qu'on s'en souvient pas. Donc voilà, mais ça fait partie du processus. Donc on peut partir sur un deuxième cycle, et puis un troisième cycle, et puis un quatrième cycle. Et on peut aller jusqu'à 5, 6 cycles, ça dépend si on est gros dormeur ou court dormeur. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la nuit passe, on va faire de moins en moins de sommeil profond. En fait, si tu veux, pendant le 3e, 4e cycle, on va faire de moins en moins de sommeil profond, voire même plus du tout en fin de nuit, et on va faire de plus en plus de sommeil paradoxal. Ça, c'est normal et c'est physiologique. Ce sommeil paradoxal, peut-être pour aller un peu plus loin, c'est vraiment à ce moment-là où on intègre la journée, la Voilà, mémoire exactement. et des Alors la mémoire peut être aussi intégrée dans d'autres stades de sommeil. Le stade 2, par exemple, où là, c'est plutôt la mémoire de travail qui va être intégrée. Ici, ça va plutôt être la mémoire émotionnelle. Voilà. d'où, la méthode EMDR, Ouais, où on recrée ce mouvement. oui, c'est Mmh. ça, exactement. C'est de là que la méthode EMDR, a été créée, tout à fait.
Et dans ce même thème, le cerveau, ben, pendant ce sommeil, il consolide un peu, il répare. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire quand on est éveillé? Attends, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire quand on est éveillé? Qu'est-ce que fait le sommeil? Mais en fait, pendant le sommeil, que ce soit le corps ou l'esprit va vraiment assimiler tout ce qui s'est passé pendant la journée. Je donne un exemple, si on a fait du sport pendant la journée, même quelque chose de très physique, hein, et bien, pendant la nuit, on va faire plus de sommeil profond. Donc en fait, le Mmh, cerveau va comprendre par les hormones qui ont été libérées, par la fatigue aussi qui s'est générée pendant la journée, qu'on a fait du sport et qu'il a besoin de récupérer pendant plus la nuit. Donc en fait, physiquement, on va quoi. faire plus de sommeil profond quand on a fait du sport et bizarrement, on va faire aussi moins de sommeil Ouais, paradoxal. ça. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent aussi de Parce que faire le du sport. cycle reste toujours à peu près la Oui, même. alors c'est vrai qu'un cycle de sommeil, ça dépend des personnes, mais il peut durer entre 90 et 120 minutes. Mais ça, c'est, une variable individuelle. Pour une personne, ça va pas vraiment changer. C'est pas la taille des cycles qui va changer, c'est plutôt la proportion des différents stades de sommeil. Et juste au niveau de la sieste, c'est pour ça qu'on Ouais, conseille 20 ou 30 minutes maximum pour pas tomber dans le sommeil profond. exactement, Dans ce c'est cas, quand ça. on se réveille, on est un peu. Voilà, alors par rapport à la sieste, tout à fait, chez une personne qui dort bien la nuit, on va conseiller la sieste de 20 à 30 minutes effectivement maximum pour ne pas tomber en sommeil profond et surtout aussi, on va plutôt la conseiller le plus tôt possible dans l'après-midi. Parce qu'il y a un deuxième facteur qui entre en compte, c'est ce que l'on appelle la pression de sommeil. C'est un peu la fatigue que l'on va accumuler au fur et à mesure de la journée. Alors évidemment, on fait la sieste pour faire chuter cette Mmh, fatigue, hein, c'est le principe même de la sieste, mais on a quand même besoin d'augmenter cette fatigue dans l'ensemble de la journée pour être suffisamment fatigué fatigué le le soir. soir et pour que l'endormissement soit facile et pour que la qualité de sommeil soit bonne aussi. Donc c'est pour ça qu'on conseille une sieste pas trop longue pour pas faire trop chuter non plus aussi cette pression de sommeil et pas trop tard dans l'après-midi pour ne pas décaler l'endormissement, et cetera. Si je fais une sieste entre 16 h et 17 h, bah forcément à 23 h, je vais être moins fatiguée, quoi. Là, plus vraiment, avec la psychologie, quel est le lien entre sommeil et santé mentale? On le fait souvent peut-être Ouais. pas assez. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais en fait, le sommeil a vraiment un lien direct sur la santé mentale, même après une mauvaise nuit, hein. On le sent d'ailleurs très bien quand on a mal dormi, on est de mauvais poil, on est irritable. On a aussi plus de mal à se concentrer. Donc ça, c'est très immédiat, mais à long terme aussi, hein, des personnes qui accumulent des nuits et des mauvaises nuits, ben, on voit une augmentation de l'anxiété, une augmentation des troubles dépressifs, voire même une augmentation des idées suicidaires. Il y a des études qui ont été menées sur les adolescents et qui montrent bien que 1 heure de sommeil en moins par rapport à nos propres besoins, par nuit augmente drastiquement, significativement la présence d'idées suicidaires. C'est énorme, et donc il y a vraiment un lien, très, très fort et moi, ce que je constate aussi, beaucoup dans mes consultations, c'est que, avoir un mauvais sommeil sur la durée, ça impacte vraiment l'estime de soi. Mmh. Au-delà même de la confiance en soi, parce que c'est vrai qu'on va dans l'immédiat, on va moins se faire confiance. On va double checker, si on a bien envoyé le mail ou si on Mmh. a bien envoyé la pièce jointe et cetera parce que: «Oh, j'étais fatiguée, je me souviens pas trop». Mais sur le long terme, moi, je me rends compte vraiment qu'il y a des personnes qui, comme elles se définissent comme une personne qui dort mal, bah, elles vont utiliser des mécanismes de compensation pour masquer le fait qu'elles sont fatiguées et cetera et donc, bah, on va pas aller réclamer une promotion, par exemple, parce Mmh. que je vais pas me mettre dans une situation où je vais devoir faire mes Encore plus. preuves Mmh. parce que je suis fatiguée et donc, beh, je vais pas être performante et donc, ça peut vraiment avoir un impact, sur l'estime de soi et sur, oui, l'image qu'on a de soi. Et là, c'est, est-ce que tu arrives à le définir physiologiquement? Si on c'est que le corps se met dans un état de survie, du coup on est, Ouais, tu ouais. et du coup encore plus d'agitation? Oui, tout à fait. Physiologiquement, par exemple, on parle beaucoup d'ailleurs à l'heure actuelle de cortisol, hein. C'est un peu l'hormone, Mmh. de la régulation du système nerveux, mais faut pas oublier que le cortisol, il est régulé pendant la nuit. Par exemple, quand on fait suffisamment de sommeil profond, eh bien, le sommeil profond préserve de la sécrétion de cortisol. Le cortisol ne se sécrète pas pendant le sommeil profond, ce qui est quand même plutôt Mmh. pas mal. Par contre, on en a besoin, le cortisol, naturellement, enfin, quand on dort bien, on a besoin de cortisol le matin, c'est ça qui nous permet de nous réveiller, d'être en forme le matin, et cetera. Mais quand on ne dort pas bien, on observe une dérégulation du cortisol. On en fait moins le matin, donc du coup, on pète moins la forme et on est moins éveillé le matin et puis on peut avoir des pics, en fait, de cortisol pendant la journée
voire même vraiment une augmentation du cortisol le soir, ce qui vient faire effet boule de neige parce que j'ai du mal à m'endormir, et cetera, et cetera. Donc vraiment, oui, ça nous maintient dans un état d'alerte. Quand on parle de régulation du système nerveux, on parle de système parasympathique, sympathique, et cetera. Beh, en fait, tout ça est régulé par le cortisol aussi, et ben, du coup, ça nous maintient en état d'alerte et c'est ça qui fait que moi, ce que j'observe souvent, c'est que les personnes qui dorment mal, il y en a qui sont fatiguées la journée, il y en a qui sont somnolentes la journée, mais il y en a aussi qui ont le pendant exactement inverse. Ils me disent: «Mais moi je comprends pas, je dors pas, mais je suis pas fatiguée, hein!» Je dis: «Mais non, tu es un lapin Duracell en fait, parce que tu es tout le temps, sur les nerfs comme on dit, Mmh. hein. Tu C'est es la tout le temps» colère ou ouais, la colère, surréactif. l'irritabilité, le fait d'être speed, aussi, eh beh, c'est aussi un symptôme, de mal dormir. Comment définir une vraie insomnie avec, quelque chose de passager ou, Mmh. juste qui Ouais. vient de quelques jours? Oui, ben en fait, c'est vrai que mal dormir quand on vit une période de stress, un décès, un changement de boulot, un déménagement, c'est normal. Mmh. C'est vraiment normal. C'est normal d'avoir parfois du mal à s'endormir, c'est normal parfois de se réveiller la nuit et cetera. Le tout, c'est que une fois que la période stressante est finie, mais que le problème ne s'installe pas dans le temps. Donc en fait, effectivement, on commence à parler de problèmes, dans notre jargon, on appelle ça d'insomnie chronique ou de troubles du sommeil chronique, quand ça fait plus de 3 mois que le problème est installé. Pourquoi 3 mois? Beh, parce qu'en fait, généralement, la période de stress, généralement est passée, mais surtout, au bout de 3 mois, en fait, on observe des mécanismes qui viennent renforcer la problématique et donc après 3 mois de difficultés quotidiennes, eh bien, en règle générale, la personne ne va pas réussir à s'en sortir toute seule. Quand on a des difficultés de sommeil, voilà, quand on change de boulot, généralement, bah, une fois qu'on est dans son nouveau boulot ou quoi, bah, ça s'estompe et on arrive à réguler ça par soi-même. Mais quand on n'arrive pas à s'en sortir soi-même, c'est là qu'on commence à rentrer dans la catégorie des difficultés chroniques et qu'il est important de consulter. Et est-ce que c'est un lien avec la croyance? Est-ce que les gens finissent par croire: «OK, je dors mal, Oui. j'ai des insomnies» et du coup cette propre croyance, crée ce truc et donc ils ont Les croyances font partie du processus, font partie du cercle vicieux, mmh, effectivement. Mais avant ça, je dirais que le premier élément, c'est pas tant la croyance, c'est le fait d'essayer de revenir par soi-même à la normale et de pas y arriver. Ça passe d'abord, en fait, par les comportements. C'est de dire: «Bah, tiens, je vais essayer de dormir plus longtemps. Je vais essayer de me rendormir mmh, quand je me réveille la nuit. Je vais essayer de» et voir que ça marche pas. Et où ça peut être aussi des réveils précoces. Ce qu'on appelle des réveils précoces, c'est par exemple, j'ai pour habitude de me lever à 7 heures du matin, donc mmh, mon réveil sonne à 7 heures du matin, mais ça fait, un petit temps que je me réveille systématiquement vers 5:30, 6 heures, et que, je turbine ou que mon cerveau s'active. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est de comprendre ça. Heu, Ensuite, en fait, ça va paraître un peu peut-être con contre-intuitif, le conseil que je vais donner, mais c'est avant toute chose, une fois qu'on a bien compris que soit j'ai des difficultés d'endormissement, soit je me réveille la nuit et cetera, c'est de ne pas chercher à tout prix à, dormir plus. Ça peut paraître fou, hein, ce que je veux dire, mais parce qu'en fait, là, c'est l'esprit qui veut dormir plus. mmh, D'ailleurs, quand on se réveille pendant la nuit, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit: «Il faut que je dorme. Il faut que je dorme, il faut que je dorme parce que demain, il mmh, faut que je sois en forme». Mais ça, c'est l'esprit qui veut ça. Le corps, il comprend peut-être pas mmh. l'information. Ce qui est très important, c'est de partir de la situation problématique. Par exemple, à l'heure actuelle, quand je retire un petit peu tous mes réveils nocturnes, ben au final, je dors 7 heures, par exemple. Eh bien, temporairement, je vais vraiment essayer de rester 7 heures dans mon lit et pas 8. Parce que même si je veux dormir 8, Mmh. mon corps n'a peut-être pas la capacité de dormir 8 pour X, Y raison. Que ce soit le mental qui Mmh. turbine, pas assez d'activité physique, machin. Hem Et en fait, le fait de rester temporairement 7 heures dans son lit, beh, ça va faire que je vais rester éveillée forcément 1 heure de plus par jour. Et le fait de Mmh. rester éveillée 1 heure de plus par jour et actif si je sors de mon lit et Mmh. cetera, beh, ça va fatiguer mon corps 1 heure En en plus. plus que si j'avais absolument cherché à dormir 8 heures. Et ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas à dormir 8 heures Mmh. dans le futur, mais si j'essaye avec des réveils nocturnes ou avec des difficultés d'endormissement à dormir absolument 8, en fait, ce qui va se passer, c'est bien souvent l'effet inverse. C'est au plus je vais essayer de dormir, au moins je vais dormir.
Et souvent, Mmh. c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui veulent et qui sont convaincues qu'elles ont besoin de beaucoup dormir. Hem, Moi, j'ai parfois des personnes qui disent: «Moi, j'ai besoin de 9 heures, j'aime Mmh. dormir, je suis une grosse dormeuse» et en fait, quand je regarde dans les faits, elles en dorment, 6h30 quoi et même parfois par bout. Enfin, genre, 3 heures et puis un trou d'1 heure et puis, 3 heures et puis un trou d'une demi heure et donc là, ça devient problématique. Donc en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais au plus je vais être éveillée la journée, c'est plutôt comme ça qu'il faut le Mmh. comprendre, c'est au plus je vais être éveillée et donc active la journée, au plus je vais donner les informations à mon corps, des bonnes Mmh. informations qui vont l'aider à dormir la nuit suivante. Et ça, un conseil pour connaître exactement, parce qu'on parle un peu généralement Mmh. 8 heures. Ouais, Est-ce que c'est vrai, ces 8 heures? Pas vraiment? OK, et comment, ouais. on peut savoir Ouais. exactement combien on a besoin? C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il faut absolument dormir 8 heures par nuit, mais 8 heures, c'est une moyenne dans la population générale. Donc pour arriver à cette moyenne, il y a des personnes qui ont 7, besoin des de 9. 7, voilà, et de 9. On est entièrement bien d'accord. Et donc comment savoir ça? La première chose, c'est de bien dormir. La première condition pour essayer de comprendre son besoin de sommeil, c'est d'avoir un bon sommeil, c'est-à-dire s'endormir en moins de 30 minutes et d'avoir un sommeil continu et qualitatif. Une fois qu'on dort bien, c'est-à-dire sans se réveiller, et cetera, eh bien, on peut et si on est fatigué la journée malgré ça, on peut chercher alors à élargir le temps de sommeil et à chercher, si, pour le moment je dors 7 heures et que je dors bien, et que je sens bien que je ne dors pas assez, je vais essayer de dormir 7h15 ou 7h20 la nuit suivante et puis après ça, je vais peut-être essayer de dormir 7h40. Je vais y aller progressivement comme ça et puis peut-être que je vais arriver à 8 heures ou à 7h30, je sais pas, quelque chose comme ça. À savoir que, il y a aussi la saison qui Mmh. influence, hein. On n'a pas forcément tous les mêmes besoins de sommeil en fonction de la saison. Il y a des personnes qui sont très sensibles au changement de saison. Moi, je suis comme ça. En été, j'ai besoin de moins dormir qu'en hiver et donc ça les besoins de sommeil peuvent aussi un petit peu varier, en fonction du moment de l'année. Et ça, est-ce que tu conseilles que les gens aillent toujours dormir, à la même Mmh mh. heure et se réveiller à la même heure? Mmh. Est-ce qu'il faut mettre toujours une alarme et se Mmh. réveiller même le week-end? Mmh. Parce que bon, des fois, il y a des obligations, Tout le à fait. matin, tu vas te Ouais, lever, aller au boulot à telle heure. ouais. Qu'est-ce comment quel est le meilleur rythme? Est-ce qu'il y a vraiment des règles à suivre? Oui, en fait, il y a quand même des règles, de base à savoir. C'est que dans l'idéal, c'est quand même bien de se réveiller, de se lever plus ou moins tous les jours à la même heure. Pourquoi? Comme je le disais, c'est vraiment le corps qui va comprendre: «OK, je suis réveillé à partir de 7 heures, donc je peux commencer à me fatiguer Mmh. à partir de 7 heures, par exemple et donc le fait de me fatiguer à partir d'une même heure, ça va avoir un effet, de prédiction sur mon Mmh. heure de coucher quoi, si tu veux. Ouais. Je donne un exemple très simple, si un jour je me lève à 7 heures et que le lendemain je me lève à 10 heures du matin et que je fais la même chose dans la journée, forcément à 23 heures je vais pas avoir la même fatigue, en fonction de Ouais, quand je me suis levée. c'est sûr. Ça semble logique dit comme Mmh. ça. Hem et donc en plus de ça, on va vraiment essayer de ne pas avoir de trop grosses variations entre la semaine et le week-end parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le jet lag social. C'est les gros changements de rythme entre la semaine et le week-end. Donc un décalage de 2 heures entre l'heure du coucher et l'heure du lever, le week-end par rapport à la semaine et ça, ce changement même sur 2 jours peut vraiment avoir un impact sur toute la semaine qui suit, sur le rythme. Et pour répondre à ta question de est-ce que c'est important d'aller se coucher à la même heure? Alors si on dort bien, qu'on connaît ses besoins de Mmh. sommeil et qu'on dort bien, oui, on a un peu une idée de l'heure à Mmh. laquelle il est bon pour nous d'aller dormir, mais l'heure du coucher n'a pas à être «aussi rigide» entre guillemets que l'heure de lever. Parce que ton heure de coucher va dépendre de tout ce que tu as fait dans ta journée. Si tu es allé courir, un marathon dans ta Mmh. journée, forcément tu risques d'être plus fatigué plus tôt que si tu as passé une journée à regarder la télé dans ton canapé. Ouais. Ça, c'est logique. Et puis en plus de ça, bon, on parlait tout à l'heure, ouais, on a quand même beaucoup de sollicitations, on a quand même envie de voir nos amis, on travaille tard, on Mmh. travaille beaucoup. Si on doit se priver, tout le temps d'aller au resto, d'aller à un concert, d'aller au cinéma, on n'a plus de vie sociale non plus. Donc moi, je vais pas du tout, dire, «Non, il faut absolument aller dormir tous les jours à la même heure, à 23 heures. Si c'est ton heure, ça va te priver de toute ta vie sociale». Donc non, évidemment, de temps en temps, sors, va dormir plus tard et en fait, bizarrement, la qualité de ton sommeil sera meilleure puisque tu as été éveillé plus longtemps. Si ton heure de lever est fixe, tu seras éveillé plus longtemps et donc en fait, tu dormiras mieux. Mmh. Donc ça, c'est important. Donc il vaut mieux compenser presque avec une sieste?
À la limite, ouais. Si voilà, on se dit: «Moi, il faut me réveiller à 7 heures, c'est plutôt ma bonne heure». Ouais, Si je dors moins, il vaut mieux compenser par une sieste c'est que ça. dormir plus longtemps le matin. Oui, en fait, presque dans l'idéal, ce serait même de faire une sieste d'anticipation. C'est de Ouais, dire: «Ce soir, je OK, vais sortir, OK, mais je vais faire une petite sieste en début d'après-midi, puisque de toute voilà. façon, comme je vais aller dormir plus Donc tard». plutôt avant. Voilà, OK, exactement. OK. Parfait. Hem, Quelle est l'importance de l'environnement, de la température, Mmh. éventuellement des couleurs? Je ne sais pas si c'est quelque chose Ouais. que tu étudies? Alors moi, j'étudie pas ça, personnellement, mais c'est clair que pour moi, l'environnement de sommeil, c'est la base. Mmh. C'est vraiment la base. On a parlé tout à l'heure de l'environnement téléphone, à ne Mmh. pas rentrer dans la chambre, mais au-delà de ça, bien sûr que la base de la base, c'est un environnement calme, heu, sombre, dédié au sommeil, confortable, cocoon, dans lequel on se sent bien. Tellement de personnes presque traumatisées du Mmh. sommeil. Moi, je leur dis: «Mais fais-toi un endroit cocoon, que ton lit soit confortable, que ta couverture soit douce, que tu aies des oreillers, que ce soit un endroit où tu te sentes bien». Parce qu'en fait, heu, le sommeil, c'est effectivement un des seuls moments où on doit se laisser aller à un lâcher prise total et à une confiance totale. Mais il faut faire confiance à son lit. Il faut faire confiance à son lit parce que c'est là où on s'abandonne et donc si le lit est source de stress, source de tension et cetera, beh, forcément ça peut pas aller. Et effectivement, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier des couleurs douces et Mmh. cetera. Mais généralement, moi, c'est déjà le cas chez mes patients, mais j'insiste très fort sur le calme et la température aussi. Après, évidemment, quand on est en période de canicule, on fait comme on peut, hein, Bien sûr. on dort tous moins bien en période de canicule. Si on a la possibilité de rafraîchir un petit peu la pièce, soit par une clim ou en fermant les volets la journée, beh, faut faire attention à ça. Mais vraiment, oui, un environnement de sommeil cocoon, confortable, dédié au sommeil, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est peut-être pour aller un peu plus loin, c'est assez compliqué, je pense, certaines fois de faire un endroit cocoon Mmh. où on a peut-être besoin de plus de choses et plus de déco et en même temps d'avoir quelque chose où il faut pas trop de stimuli. Oui, ah oui, 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 c'est vrai. C'est un peu la différence entre les 2. C'est Mmh. de quoi est-ce que j'ai besoin? Enfin, moi, je ferai la différence entre est-ce que j'ai besoin de certaines choses pour Mmh. dormir ou bien est-ce que juste c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Mmh. C'est vrai que j'ai parfois des personnes qui ont besoin d'un doudou, Mmh. qui ont besoin de cette couverture-là ou des choses comme ça. Ou oui, pas trop de stimuli, effectivement. Par exemple, le réveil, moi, je conseille souvent de retourner le réveil pour ne Ouais. pas regarder l'heure, pour quand même qu'il sonne, hein, il faut qu'il Mmh. sonne, mais de pas être, pollué par ça, de pas avoir des oui, ou là, c'est vrai qu'il y a une thématique, qui revient souvent, c'est les animaux, hein. Mmh. Avoir le Bien chat sûr. qui vient, le chien qui vient. Ah oui, je comprends, c'est très sympa d'avoir le ronron du chat, mais c'est aussi un élément perturbateur pour le sommeil, quoi. Malheureusement, les chats et les chiens n'ont pas le même rythme, forcément que nous. Heu, Peut-être une bonne routine, est-ce Mmh. que, alors nous on a le podcast précédent, on a parlé beaucoup de digestion. Est-ce que, bon, cette partie-là, toi Mmh tu mh. dis tu le vois un Mmh peu et est-ce Ouais. qu'il y a quelques conseils Mmh mh. avant de dormir? Sans se Alors, en fait, si je devais donner des conseils, moi, je commencerais même déjà dès le matin, parce qu'il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est que le sommeil se prépare dès le matin. Donc effectivement, que ce soit, on en a parlé, l'heure de lever fixe, hein, dans l'idéal. Déjeuner, petit déjeuner le matin, ça c'est clair que vous avez dû en parler, mais moi, c'est sûr que par rapport au sommeil, je vais jamais conseiller le jeûne intermittent, parce que c'est très important d'activer la digestion et voilà et de donner l'information au corps que c'est l'heure de se réveiller et de digérer. Mais aussi c'est d'introduire de l'activité physique, forcément, le corps a besoin de ça. Donc que ce soit de la marche, voilà ou du sport si on aime ça et si on a la possibilité de le faire. C'est aussi, je pense important pour le sommeil d'avoir des petits moments de pause dans la journée, des micro-pauses, voilà, que ce soit simplement pour respirer ou des petits moments de rien, hein, comme on le disait tout à l'heure, pour faire de la place, dans son cerveau.
Et, heu et puis effectivement quand la soirée arrive, c'est de ralentir le rythme. C'est de ralentir le rythme, de bien faire comprendre que, beh, c'est le corps, à nouveau, hein, je me répète, mais le corps a besoin de comprendre qu'il peut se relâcher, que le cortisol peut diminuer, le stress doit diminuer, que le rythme cardiaque peut se détendre, que la température du corps peut diminuer aussi. C'est tous des indicateurs qui sont très importants pour s'endormir et que la mélatonine, qui est l'hormone de la nuit, puisse se sécréter aussi. La mélatonine, elle a besoin d'obscurité. Elle a besoin que la luminosité diminue pour se sécréter, et donc c'est tout ça. Donc un rituel du soir un peu calme, apaisant, ce que moi j'appelle un sas de décompression, quoi. Que ce soit après que les enfants soient couchés, on a encore, 2-3 trucs à faire et cetera, mais c'est super important à un moment donné, se prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi heure, 1 heure, Mmh. plus cool, quoi, avec des lumières tamisées, une lumière douce, des petits étirements, voilà, des choses qui font bien au corps et à l'esprit avant d'aller dormir. Est-ce que finalement, c'est pas, un peu utopique de se dire: «Hein, je vais gérer, mon sommeil juste en pensant au sommeil»? Enfin, quand tu reçois un patient, en fait, Mmh. si quelqu'un il va pas bien la journée, il va pas être bien la nuit Bah, c'est et il va sûr. pas pouvoir, OK, je gère ma nuit Ouais, et ma journée, en fait, c'est pas un souci. exactement, c'est quelque chose que je constate très souvent. C'est des personnes qui commencent à s'inquiéter de leur sommeil Mmh. vers, 20:00, 21:00. Bah, non, il y a déjà beaucoup d'informations, Mmh. qui auraient pu être traitées, en amont, et voilà. Ou alors j'ai l'effet, hein, aussi que dès le matin, des personnes, commencent à se dire: «Oh, ce soir, comment est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais réussir à dormir ce soir?» Mais sans, à un moment donné, conscientiser que, bah, elles ont les rênes en main, en Mmh. fait, hein. Dès le matin, dès le lever, elles ont le contrôle. Elles ont beaucoup plus de contrôle que ce qu'elles pensent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer facilement pour changer notre relation au sommeil? Peut-être est-ce que comment être conscient de ces petites pensées, de ces petites Mmh. croyances? Et bon, enfin, c'est un problème des croyances en général. Comment on peut, Ah, c'est un vaste dépasser nos ouais. croyances, ou en tout cas les changer par une croyance qui sera plus positive? Beh, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait faire un podcast entier là-dessus, parce que les croyances, c'est ce qu'il y a le plus difficile, à changer, mais en fait, les croyances, pour arriver à les modifier, il faut avant toute chose changer des comportements. En Mmh. fait, c'est en agissant différemment qu'on va avoir des résultats différents. Il y a Mmh. quand même un grand savant qui a dit, «Être fou, c'est répéter tout le temps la même chose et croire à des résultats Mmh. différents», hein. Et ben, c'est à peu près ça, c'est en agissant différemment, par exemple en préparant son sommeil dès le matin et cetera, ou en se levant tous les jours à la même heure. C'est comme ça que je vais réussir à me dire: «Ah mais tiens, il se passe des choses Mmh. différentes, mon corps réagit différemment, et donc je vais pouvoir modifier ses croyances». Moi, en tout cas, personnellement, c'est dans ce sens-là que je le travaille, parce que si on va frontalement vers une croyance en disant: «Mais si t'inquiète, tu es capable de dormir sans médicaments», Mmh. puis la personne me dit: «Bah non, à chaque fois que j'ai voulu arrêter les médicaments, ça s'est pas bien passé», bah, en fait, on rentre dans une lutte de Mmh. pouvoir et Ouais. de confrontation, et c'est pas comme ça qu'on s'en sort, quoi. Est-ce que c'est tu parlais, toi, tu fais surtout la TCC. Mmh. Est-ce que tu peux en parler rapidement et est-ce Ouais. que c'est ça que tu vas essayer de chercher aussi, Oui, les ouais, croyances, comportements c'est ça, exactement. récurrents? Donc la TCCI, comme on appelle ça, donc c'est la thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie, du sommeil. Donc en fait, effectivement, c'est une approche de la psychologie qui, en fait, ressemble très fort au coaching, et qui va vraiment se concentrer sur une problématique donnée, à savoir le sommeil. Comment elle s'est inscrite dans la vie de la personne à l'instant T, Mmh. et comment faire pour que ça change? On va vraiment beaucoup plus se concentrer sur le comment faire Mmh. autrement, plutôt que pourquoi est-ce que je suis comme ça? Parce que c'est bien de savoir pourquoi est-ce que je suis comme ça, mais généralement, on n'a plus accès à ça, Mmh. ou bien on le sait, mais ça n'a rien changé. Par exemple, j'ai commencé à développer des troubles du sommeil parce que j'étais en burn-out. Mmh. Maintenant, je suis plus en burn-out, je travaille ailleurs, mais je dors quand même pas. Ben oui, donc comment faire en sorte de, et donc pour répondre à cette question du comment, beh, effectivement, on va se concentrer sur les comportements, donc thérapie cognitivo-comportementale, mais c'est on se concentre sur les comportements, sur les cognitions, donc tous les schémas de pensée, les croyances, les émotions, et l'impact que ça a dans le quotidien. Donc c'est vraiment, c'est sous cet angle-là. On en a parlé, alors je crois que c'était avant, la différence entre, on n'apprend pas à bien dormir, Mmh mh.
on désapprend à mal dormir. Ouais. Est-ce que on sait en fait, on sait bien dormir de base, on n'a pas de problème. Exactement. Ouais, Heu, c'est comme je disais, vraiment, on est des animaux avant toute chose et il faut pas oublier que le sommeil, c'est avant tout primitif, mmh, quoi. C'est ce qui nous raccroche le plus à notre aspect animal et effectivement, j'aime bien cette formulation-là, c'est désapprendre à mal dormir et en fait, c'est fou parce que le sommeil, on est tous concernés, on dort tous, hein, voilà. Mais par contre on comprend pas comment fonctionne le sommeil, on sait pas comment fonctionne le sommeil et d'ailleurs, c'est pour ça que les podcasts comme ça sont très utiles, pour vraiment bien comprendre parce que, le nombre de personnes qui ont des fausses croyances, qui mettent en place des comportements inadaptés, sur base de ces croyances-là et en fait, c'est ça qui mmh, entretient le mécanisme et qui entretient la problématique et puis on en parle à des professionnels qui eux-mêmes ne sont pas mmh, informés ou formés et du coup, bah, ça c'est compliqué de ouais, d'y voir clair. mmh. Et est-ce que tu vois des vraies différences entre une personne qui sort de l'insomnie durablement, une qui sort et puis finalement qui y retourne? Est-ce que toi, les personnes qui viennent te voir, bon, j'imagine que le but c'est qu'ils sortent Oui, complètement. Les personnes qui arrivent à le faire ouais. elles seules, elles peuvent y retourner parce qu'elles étaient pas spécialement conscientes finalement pourquoi elles en sont sorties? En fait, voilà, c'est ça. Je pense que la grosse, grosse différence, c'est la compréhension et Mmh, c'est c'est vraiment l'acquisition presque de nouvelles compétences. mmh, Il y a vraiment moi ça je l'ai vu sur moi aussi, hein. mmh, Depuis que je suis formée au sommeil, j'ai vécu des moments de vie très difficiles. J'ai perdu mon papa, j'ai eu des moments dans ma vie où mon sommeil a été compliqué, mais en fait, j'ai pu rapidement revenir à un sommeil normal parce que je savais quoi faire. J'ai été cambriolée pendant la nuit, enfin mmh, un truc de fou, mais rapidement, même si c'était quand même assez traumatisant, j'ai pu, retrouver le sommeil et même pour mes patientes, c'est pareil. C'est dire: «OK, j'ai pu sortir d'une situation vraiment difficile. C'est pas pour ça que je vais plus jamais mmh, vivre de situations difficiles, ça malheureusement on les mmh, contrôle pas, mais même si je vis des choses difficiles, je sais que j'ai la capacité en moi ouais, sortir. d'en sortir et de retrouver ça parce que j'ai compris, parce que je sais comment fonctionne le sommeil. Je comprends, quel est le lien entre le sommeil et ce qui se passe la journée et donc je sais comment est-ce que je peux adapter. Ça, c'est très, très important. Et finalement, je pense que c'est un peu en général, c'est comment on arrive à gérer les traumas. C'est pas: «OK, je vais pas vivre de trauma et puis, Bah non, tout ça arrive et puis ça sort». ouais, C'est plutôt la rapidité, la compréhension, j'ai confiance en moi pour en c'est sortir ça, et tu exactement. gagnes cette expérience-là. Tout à fait, tout à fait. Très bien, on va peut-être maintenant passer sur, un peu vrai-faux, sur les Mmh. croyances générales qui peuvent, encore une fois avec cette croyance-là: «Il faut que je dorme 8 heures, il faut que je» Ouais, on y croit et puis si on ne le fait pas, on sort du truc et puis on pense que c'est pas bon, du coup on est dans le mental, plus dans le corps et puis tout on à dort fait, plus. exactement. Donc je vais prendre un peu une liste et tu vas me dire Allez, un peu, vrai ou faux? bon le plus simple, on en a déjà un peu parlé, mais il faut dormir 8 heures pour être en bonne santé. C'est faux. Hem, Ça, c'est faux pour beaucoup de gens. ouais, rattraper le sommeil perdu, le week-end suffit à me remettre en Non, ça, c'est faux. On ne rattrape pas, le sommeil qu'on a perdu la semaine. si je m'en souviens pas, c'est que j'ai pas rêvé. C'est faux, on rêve tous. Mais il y a des personnes qui sont des raconteurs de rêves et il y a des personnes qui ne s'en souviendront jamais, mais ils rêvent quand même. Pour est-ce que rapidement tu peux dire Eh pourquoi il y en a qui s'en beh, souviennent ou qui s'en souviennent non, pas? Non? c'est C'est vraiment une variable individuelle et je pense que ça reste encore un mystère à l'heure c'est ça? actuelle. Ouais. L'alcool aide à dormir. Oui, ça débranche le cerveau, c'est ça le but, hein, mais ça déshydrate et ça appauvrit la qualité de sommeil, donc ça facilite l'endormissement, mais après il y a quand même des conséquences sur le reste de la nuit. Sur la partie hydratation, un peu au contraire, est-ce Ouais. que dormir avant, dormir juste avant de dormir, ça nous fait réveiller automatiquement la nuit? Est-ce qu'il faut beaucoup Le fait de dormir? boire? Ouais, Ah, de boire avant d'aller avant dormir? d'aller dormir? Alors, oui, il peut y avoir ça, mais la tisane, hein, Mmh, la fameuse tisane le soir, dont moi je suis vraiment pas fan mmh. parce que généralement on se réveille la nuit pour aller aux toilettes. Mais l'effet inverse peut être vrai aussi, on peut se réveiller la nuit par déshydratation. Donc, il faut, le bon Le bon équilibre. équilibre. Heu, les gens qui dorment peu sont plus productifs. Non, même si, votre président de la République, s'est vanté de dormir très peu, mais, non, 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 non. On ne sacrifie pas son sommeil pour être plus productif, c'est pas comme ça que ça Et marche. c'est vrai qu'il y a une croyance où, les gens aiment bien dire: «Ah, je dors que Mmh. 5 heures, je Ouais, suis toujours sous l'eau». ouais, C'est quand même assez toxique ouais. pour le C'est sommeil. bizarrement valorisé, Ouais. mais c'est vraiment toxique, effectivement.
Se lever tôt est une question de volonté. Ah bah non, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais non, il y a des personnes qui n'auront jamais vraiment la capacité de se réveiller en forme tôt. Donc pas non plus se forcer, c'est plutôt que se comprendre C'est en plutôt se fonction. comprendre. Si Ouais. on a la capacité, bah, ça dépend du contexte Mmh, familial et aussi. professionnel, hein. Quand on a des enfants en bas âge qui soit se réveillent naturellement, Mmh, soit doivent aller à l'école, voilà, il y a des contraintes. Mais il y a des personnes qui naturellement vont subir ça mmh. parce qu'elles sont pas du matin et c'est pas une question de volonté, c'est dans leur gène. Regarder des séries pour se détendre avant de dormir, c'est Mmh. une bonne hygiène. Dans le salon, oui, en famille, un bon moment, oui, ça peut être un moment débranche-cerveau. Mmh. Par contre, dans le lit, non. Dans le lit, comme tu disais, c'est vraiment le lieu pour, Réservé au sommeil, sommeil. tout à fait, et l'intimité. Les heures avant minuit comptent double. C'est faux. Non? Ce sont les premières heures du sommeil qui comptent double parce que c'est là qu'on fait plus de sommeil profond, comme on l'a dit OK. tout à l'heure. Donc même si on se couche à minuit et qu'on se lève à 8 heures, par exemple, les heures qui comptent double, c'est entre minuit et 4. OK. Donc c'est pas du tout avant minuit 0h00. Un somnifère ponctuel, ne crée pas de dépendance. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je diabolise pas les médicaments. Je sais pas si d'ailleurs on peut trop en parler. C'est pas bon. Oh, vous De toute verrez. façon, il y a des somnifères qui sont pas sur ordonnance, donc Oui, oui, j'imagine oui, que, tout à fait, tout à fait. et peut-être rater le cycle du sommeil. On a toujours ce truc, hein, Ouais. et si je rate ce cycle, il faut Le que train j'attende du 1 heure et demie, sommeil. 2 heures. Non, c'est faux. C'est faux. Physiologiquement, c'est faux. Chez les enfants, c'est vrai, et du coup, je pense que c'est vraiment une croyance qui a été transposée au monde adulte. Mais le sommeil des enfants et le sommeil des adultes ne réagit pas pareil. Et non, nous, tant qu'on dort toujours dans notre fenêtre circadienne, comme on appelle Mmh. ça, c'est-à-dire qu'on dort la nuit, ça ne changera rien d'aller dormir à minuit plutôt qu'11h30. On ne doit Mmh. pas attendre 1h30 notre prochain cycle de sommeil. Ça ne marche pas comme ça. Et peut-être pour les enfants, les parents qui nous écoutent, Ouais. comment eux, ils arrivent à voir le cycle? Bon, c'est Ah, assez en fait, les enfants, il ne faut pas attendre trop longtemps. Je ne suis pas du tout experte du sommeil des enfants, mais les enfants, si on les fatigue de trop, ils vont sécréter du cortisol et du coup, ils vont être beaucoup plus difficilement, ils vont avoir du mal à s'endormir. D'ailleurs, ils risquent de faire des terreurs nocturnes aussi OK. quand ils sont trop fatigués. Et donc, c'est pour ça que généralement, il ne faut pas que les enfants soient trop fatigués pour aller dormir. C'est pour ça qu'on va les coucher tôt Tôt. plutôt que tard. Et à l'âge adulte, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Très bien. On va peut-être terminer avec quelques questions un peu qui sortent peut-être des questions qu'on peut Allez. entendre partout. On en a parlé un peu avant. Le sommeil, c'est peut-être le seul moment où on accepte, enfin, on se met dans un état de hors contrôle, où on lâche complètement prise. Ouais. Est-ce qu'il y a une connexion entre les gens qui n'arrivent pas à lâcher prise Ah bah, c'est dans la sûr. vie avec le sommeil? Bah oui, 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 c'est sûr que ce soit suite à un trauma ou de l'hypercontrôle, on a quand même beaucoup de perfectionnistes chez les personnes qui ont des troubles du sommeil. C'est quand même un facteur qui est assez récurrent. Et donc oui, le fait de ne pas lâcher, alors de ne pas lâcher sur la vie en général, mais aussi de ne pas lâcher sur son sommeil. C'est il faut que je dorme comme j'ai décidé que j'allais dormir. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ouais, essayer Ouais. de lâcher cette partie perfectionnisme, même liée au sommeil, pour, C'est ça. parce Exactement. qu'en effet, ça ne doit pas être mental, c'est plus physiologique. Exactement, Et puis, c'est avant tout physiologique. Et puis quand le mental intervient, c'est généralement pour venir bloquer le sommeil et pas pour le favoriser. donc c'est plutôt une absence de mental qui favorise le sommeil. Exactement, tout à fait, c'est ça. On en a parlé un peu avant. Est-ce que bien dormir s'apprend ou est-ce qu'on désapprend à mal dormir? Peut-être une nouvelle- Ouais, c'est vrai que moi, oui, je pense qu'il y a quand même un apprentissage de base qui peut être transmis. Le jour où on apprendra le sommeil, comment fonctionne le sommeil à l'école, je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qui seront réglées. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut clairement rentrer dans l'éducation nationale. Comment fonctionne le sommeil, comment fonctionnent les stades de sommeil. Même moi, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de patientes qui me disent, punaise, si j'avais compris ça, si j'avais compris, je me serais peut-être épargné des années de souffrance, quoi. C'est vrai qu'en plus, si tu dors mal, vraiment, tes journées sont terribles. C'est et l'enfer. l'enfer. Mm. 3 heures du matin reviennent souvent dans certains témoignages. C'est une heure d'insomnie. Oui, mais c'est un peu l'insomnie de milieu de nuit.
Et par contre, il y a une interprétation qui vient souvent de la médecine chinoise, que voilà, si on se réveille à telle heure, ça a tel impact sur le corps, c'est le foie qui est Mmh. impacté, etc., par exemple. Ça n'a jamais été prouvé Mmh. scientifiquement par la médecine moderne. Mais oui, enfin, oui, mais oui, c'est quelque chose qui revient souvent Mmh. malgré tout, ouais. Même chez tes patients, c'est des choses que tu Oui, vois? alors pas forcément 3 heures du matin Mmh. pile, mais c'est oui, de milieu de nuit, Milieu quoi. de nuit, Ça, à partir du moment où on ne fait plus de sommeil profond c'est et ça. donc on se réveille, quoi. Tu disais tout à l'heure, les rêves, c'est pas spécialement enfin, ta Ouais, connaissance, ouais. principale. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui reviennent, qui permettent, toi, de creuser, de comprendre, un peu la psychologie et les Oui, en fait, problèmes de moi, je sommeil? vais pas forcément aller dans le contenu du Mmh. rêve. La particularité comparée à la Mmh. psychanalyse, par exemple. Je vais pas aller interpréter les rêves. Par contre, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est prendre en charge les cauchemars. Plutôt pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Ouais. Parce que les cauchemars, ça peut être aussi très, très, très invalidant, hein, très traumatisant. C'est quand même souvent dans un contexte de trauma Ouais. aussi. C'est comment faire pour que le cauchemar ne survienne plus. Écoute, très bien. Merci encore pour tous tes conseils, c'était passionnant. Avec plaisir, merci à toi. Si les personnes veulent te suivre ou te contacter, Ouais. que ce soit pour des Bah, questions, pour une séance, ouais, voilà, le mieux c'est de me contacter sur mon compte Instagram, bien dans mon plumard. Ouais, j'ai aussi un site internet, hein, biendansmonplumard.be parce que je suis belge. Et voilà, c'est la meilleure manière de me contacter. parfait. Merci Merci, beaucoup. merci à toi.